Les vraies voix font parler la France. Alors c'est comme tous les soirs, du lundi au jeudi, de 19h à 20h, c'est vous qui faites le programme, c'est vous qui venez parler, c'est vous qui nous dites ce que vous avez à nous dire. Et quel que soit le sujet, je le dis, je le répète, nous n'avons strictement aucun tabou. On peut parler absolument de tout. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir Philippe, quelle belle intro. Vous savez y faire, hein. Vous savez faire ça. J'espère que vous allez bien. Écoutez, vous êtes encore très nombreux à nous proposer des sujets. Vous nous en avez suggéré des très bons ce soir encore, notamment sur le devoir conjugal. Voilà. Alors, l'Assemblée nationale a voté aujourd'hui, dans cette semaine, à l'unanimité, une loi pour entériner la fin du devoir conjugal. Voilà, dans le droit civil. Vous allez réagir à ce sujet. Puis aussi, un autre sujet, fait-il bon vivre dans votre ville? Il y a un classement qui est sorti sur plusieurs critères qui mesurent la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports. Bref, vous pouvez aussi réagir à ce sujet. Et un autre sujet, la chute vertigineuse des ventes de voitures essence et diesel en Europe, avec aussi les zones à faible émission. Voilà tous les sujets que vous nous avez suggérés pour aujourd'hui. Oui, les zones à faible émission qui ont du plomb dans l'aile, puisque ça avait été validé, mais ça va être repoussé a priori après les municipales. C'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça, mais en France, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et quoi qu'il arrive, il y a une chose très simple à faire, c'est le 0826 300 300 pour réagir au standard avec Aude. Et puis il y a les réseaux sociaux aussi avec Facebook et Twitter avec le hashtag Les Vraies Voix. On revient sur ce sujet du devoir conjugal. Nous sommes avec Vanessa. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Vanessa. Bonsoir messieurs. Bienvenue. Eh bien écoutez, c'est à vous. Vous avez voulu réagir sur le devoir conjugal. Dites-nous tout. Oui, moi je trouve que ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Et puis en même temps, je me demande pourquoi il y a déjà eu une loi sur le devoir conjugal. Je trouve ça un peu... c'est de la vie privée déjà, ça regarde personne. Faire une loi là-dessus, je trouve ça déjà un peu beaucoup. Voilà. Mais du coup, vu qu'il y a eu une loi sur le devoir conjugal, qu'elle soit du coup annulée ou contredit par une autre loi, c'est parfait parce que c'est du domaine privé et si on n'a pas envie en tant que femme ou homme, oui. C'est des hommes qui n'ont pas forcément envie, il n'y a aucune obligation, aucune. Voilà, c'est notre corps, on en fait ce qu'on veut et je trouve dommage qu'il y ait eu une loi qui impose parce qu'on est marié. C'est comme ça, c'est ton devoir, tu le fais. Alors Vanessa, je parlais avec un ami avocat d'ailleurs tout à l'heure parce que il connaît bien ce sujet et il me disait, tu sais Philippe, le problème c'est que dans certains cas de divorce, l'argument c'est par exemple madame ne veut plus avoir de relation intime avec moi ou monsieur ne veut plus avoir de relation intime avec moi, mais c'est très compliqué parce qu'apporter des preuves, vous m'excuserez, des preuves juridiques solides, c'est un peu compliqué aussi. Et est-ce que quelque part, c'est pas une question... Elisabeth Lévy, ce matin, dans son édito avec Patrick Roger, disait qu'un couple qui n'avait plus de relation intime, c'était une colocation. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'approche d'Elisabeth Lévy ou pas? Pas forcément, il existe les asexués et ça leur va très bien. C'est vrai. Donc non, je vois pas, c'est ce que je dis, je vois pas pourquoi il y a une loi. Effectivement, c'est malheureux que certains aient utilisé cette loi comme motif de divorce. Oui. Mais non, moi je suis désolée, il y a des asexués, il y a des gens qui... C'est comme si à plus de 70 ans, monsieur il peut plus, madame elle a encore envie à 80, elle a qu'à divorcer à 70 ans, je vois pas l'intérêt. Oui, mais si on peut pas reprocher à quelqu'un, par exemple, de vouloir divorcer parce qu'il a envie de relations intimes et que sa femme ou son mari ne veut pas en avoir. Ah non, mais si, au bout d'un moment, voilà, on ne peut pas forcer le compagnon ou la compagne à avoir des relations. Donc, ça met du plomb dans l'aile au couple. Voilà, ça conduit au divorce. Mais il y en a combien c'est monnaie courante, je dirais. Donc, voilà, mais moi déjà, je trouve absurde cette loi. Après, oui, Jean-François. Non, j'allais dire Vanessa, on ne peut pas uniquement baser non plus la relation, qu'elle soit ancienne ou pas, uniquement sur la relation sexuelle non plus. Mais c'est clair. Non, moi pour ma part, même si dans ma relation il n'y avait pas d'activité sexuelle, du moment que j'aime la personne, voilà. Moi j'ai des copains, comme il me disait, j'ai épousé ma femme, on n'est pas compatible, j'arrive pas à avoir des relations avec elle, mais je suis très heureux avec. Ah oui, mais ça... Alors, il a quand même épousé. Ah mais ça évite. Voilà, il aime, c'est tout.
Ah mais évidemment, mais alors ça, évidemment, heureusement, on va pas forcer les gens, même des couples très heureux qui veulent vivre sans aucune relation intime. Alors s'ils sont très heureux, moi je le dis, grand bien leur face. Mais la question qui se pose, alors c'est sûr que cette loi elle est tardive, mais je crois que les articles du Code civil, il datait de la Révolution française, il me semble, parce que le mariage républicain a été institué de mémoire en 1792. Donc, excusez-moi, mais ça date un petit peu quand même, hein, ça fait plus de 200 ans, ça fait 234 ans d'ailleurs. Et est-ce que, pour vous, quelque part, l'Assemblée nationale, je vais pas dire qu'elle a remis le clocher au milieu du village, parce que j'ai posé une marque là-dessus sur les coups de gueule, mais est-ce que vous pensez que c'était le moment de le faire et que c'est finalement un juste retour des choses? Ah ben, il y a longtemps que ça aurait dû faire, parce que combien de femmes ont porté plainte pour viol de la part de leur mari, parce oui. Mais que voilà, elle devait accomplir son... Donc, toutes ces plaintes, mais ça aurait dû les réveiller avant. Ah non, mais ça c'est clair. Alors, attention, avant la suppression du devoir conjugal, le viol intraconjugal existait et était puni par la loi comme un viol auprès d'une personne inconnue. Hein. Ça, faut le rappeler aussi. Hein. La loi ne change rien dans ce domaine, hein, parce que c'est quand même important à rappeler. Oui, mais au moins, ça aurait peut-être évité tous ces viols, peut-être. Oui. D'ailleurs, j'en profite, hein, si vous voulez réagir à l'antenne 0826 300 300 sur cette question du devoir conjugal. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que dit Vanessa? Eh ben, appelez-nous 0826 300 300. Et vous, Vanessa, alors vous êtes contente de ce vote de l'Assemblée nationale? C'est un vote qui a été fait à l'unanimité. Alors désolé, mais c'est quand même, surtout quand on voit l'atomisation de l'Assemblée nationale, c'est très rare les votes à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc pour vous, c'est quelque chose. C'est une loi. C'est pas une loi parce que c'est une modification de la loi sociétale et qui prouve qu'il y a quand même encore des idées qui peuvent être transpartisanes sur les sujets de société, par exemple. Oui, mais je vous dirais, allez, pour la plaisanterie, mais on va la mettre dans le livre Guinness des records. Allez-y. À l'unanimité, là, waouh, il en faudrait bien plus qu'il soit à l'unanimité, parce qu'il n'y a pas que ce sujet-là où ils devraient être tous unanimes pour beaucoup plus de sujets de société. Quel autre sujet voudriez de l'unanimité? Il y en a tellement que j'ai du mal à sélectionner un sujet. Ah oui. Ça peut concerner les enfants, ça peut concerner le logement, ça peut concerner tellement de sujets. Ah oui, que j'ai du mal. Vraiment. Vous pourriez être à la tête d'un gouvernement d'union nationale, Vanessa. Hein. D'ailleurs, Vanessa, restez avec nous. On a des réactions au standard avec Sarah de Bellegarde qui nous appelle. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir à toute l'équipe. Bien, bonsoir. Vous entendez ce que dit Vanessa? Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle nous dit à l'antenne? Sur le devoir conjugal, évidemment. Hein. Oui, bien sûr, mais de toute façon, de manière plus large, moi je trouve ça absolument hilarant de voir qu'on a un gouvernement qui est incapable de régler les dossiers de fond et qui s'occupe de ce qui se passe dans le lit des Français, dans la tête des enfants de 15 ans, qui s'occupe d'euthanasie. Tout ça, c'est des sujets de société hyper compliqués et à mon avis, il y a beaucoup mieux à faire que de faire des choses qui en plus sont extrêmement compliquées à contrôler. Vous allez aller rentrer dans le lit pour voir si le monsieur a fait ou pas fait, ou si la dame a dit oui ou non. Mais c'est absurde, c'est ridicule. Avec les urgences de notre société actuelle, ça n'a pas de sens. On se limite à des sujets de société, alors que les grands sujets de fond régaliens qui relèvent de l'État ne sont pas gérés. Alors, est-ce que pour vous, Vanessa disait, et on est bien d'accord, hein, un couple fait ce qu'il veut, il y a des couples qui vivent ensemble comme des copains, je recite Elisabeth Lévy qui dit qu'un couple qui vit ensemble mais qui n'a pas de relation, c'est des colocataires et pas un couple. Est-ce que pour vous, c'était normal qu'on puisse demander le divorce pour absence de relation sexuelle de sa conjointe ou de son conjoint ? Moi, je pense que le divorce, c'est quand les gens ne se conviennent pas. Et si les gens, s'il y a un des deux qui est en souffrance, quelle que soit la raison, s'il y a une absence de sexe, ça peut être une souffrance, pourquoi pas, mais que ce soit laissé à la discrétion d'un jugement individuel devant une cour et non pas légiféré par une loi. Enfin, c'est absurde. Mais que ce soit vécu, que ça puisse être un élément de divorce, d'accord. Mais ponctuellement, qu'on généralise pas, c'est ça que je veux dire. Oui. Vanessa voulait dire quelque chose à Sarah pour élargir le débat ?
Je suis aussi d'accord sur le côté régalien qu'elle annonce. Il y a beaucoup à faire. Et effectivement, il y a beaucoup de priorités dans ce domaine-là. Effectivement, il faudrait avoir de l'unanimité là-dessus aussi, parce que ça, il y a longtemps, peut-être moins longtemps que l'histoire du divorce, du devoir conjugal, mais ça devient très grave en ce moment. Mais plus grave. Restez avec nous, Vanessa et Sarah, parce qu'on doit faire une courte pause publicitaire. Vous avez des réactions, c'est simple, c'est le 0826 300 300. Vous nous appelez, vous prenez la parole. Vous avez des anecdotes en tant qu'avocat, par exemple, sur des divorces que vous avez gérés avec des problèmes de devoir conjugal. Venez nous le raconter. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un couple où le consentement était peut-être un problème. Eh bien, dites-le nous, 0826 300 300. On fait une petite pause et puis on vous retrouve juste après. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parler la France, Philippe David. Les vraies voix font parler la France et on parle du devoir conjugal. On a Vanessa et Sarah qui ont voulu réagir sur ce sujet. Oui, François-Louis. Non, on refait un petit point pour ceux qui n'auraient pas suivi. L'Assemblée nationale qu'est-ce qui s'est passé exactement, L'Assemblée nationale a voté cette semaine à l'unanimité, il faut le préciser, une loi pour entériner la fin du devoir conjugal dans le droit civil. Le mariage n'oblige pas les époux à avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre. C'est la précision à apporter. Alors, est-ce que pour vous, c'est une loi, Sarah, qui va mieux protéger en particulier les femmes ? Pas du tout. Pas du tout, parce que le problème qu'on a en France, c'est que depuis M. Macron, sans faire de politique, on a 4 fois plus de lois qui sont sorties et elles ne sont absolument pas appliquées ni respectées. Si vous voulez, les décrets d'application ne suivent pas et on n'a pas la force publique pour vérifier par un contrôle, comme disait tout à l'heure cette dame, il n'y a pas les contrôles. Donc à quoi ça sert ? On va faire une énième loi qui servira à rien, qui ne sera pas appliquée. C'est comme les fessées des enfants. Ils ont fait une loi pour interdire de fesser les enfants. Oui. Dans la pratique, qui va vérifier que les enfants ne sont pas fessés à la maison ? C'est aberrant. Alors, je vous arrête parce qu'il y a des procès où des parents sont condamnés parce qu'ils ont mis une fessée à leur enfant. Alors, c'est pas hyper médiatisé, il n'y a pas 300 procès par an, mais il y en a. Par contre, en revanche, ce que vous dites sur les lois non appliquées, c'est vrai. Vanessa, vous pensez, qu'est-ce que vous voulez répondre à Sarah ? Vous pensez que c'est un vœu pieux, l'Assemblée nationale a voté ça, mais que finalement, ça va faire partie de toutes les litanies de lois qui sont votées, mais qui sont pas appliquées, faute de X, faute de Y, faute de décret d'application, parce qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, parce que c'est des sujets où il faut apporter des preuves, etc., et que c'est assez complexe ? Effectivement, on verra peut-être pas de suite comme ça, mais pour moi, l'avantage que ça va avoir pour la justice, c'est qu'il y aura peut-être moins de divorces, rien que pour ce sujet-là. Ah oui. Ça va alléger la justice, on va dire. Voilà. Après, vraiment protéger les femmes, si son mari a envie de violer sa femme, rien ne l'empêchera grâce à cette loi. Ça, c'est clair. Sarah, Vanessa, restez avec nous. On a Diane qui est au standard, qui nous a appelé, qui a composé le 0826 300 300. Bonsoir, Diane. Bonsoir, Diane. Bonsoir tout le monde. On peut dire que c'est un sujet qui fait réagir les femmes plus que les hommes. Oui, il y a d'ailleurs, vous avez un avis, dites le nom. Voilà, c'est simplement une histoire que je vais vous raconter là actuellement. Oui. Il y a un mois, vous savez, j'habite sur Perpignan. Très bien. Et j'ai à côté de la Catalogne, c'est-à-dire la Catalogne espagnole. Oui. Et il y a un mois et demi, il y a eu sur Internet, ça s'est passé sur Internet, vous avez dû en entendre parler, ça s'est passé sur Internet, même en France, c'est une association, excusez-moi le mot, musulmane, qui a été créée en Espagne, et qui devait représenter la Catalogne, avec la Catalogne. Oui. Et ils ont passé des vidéos entre deux personnes, l'un en face de l'autre, et qui parlaient des femmes, et qui disaient qu'un homme, quand il rentrait à la maison, la femme devait obligatoirement tout lâcher pour assouvir ses penchants sexuels. Oui. En Catalogne, c'est en Espagne, en Catalogne. Oui. Et il disait, si elle ne le fait pas, on doit la répugner. C'est-à-dire qu'on doit la sortir de la maison, elle doit faire ce que l'homme doit faire et elle doit tout quitter de ce qu'elle fait. Alors là, on en entend parler de plus en plus de ce problème-là. Est-ce que cette loi ne protégerait pas nous, les femmes, parce qu'on va peut-être y arriver, peut-être un de ces quatre à ça?
Alors, mais c'était en Catalogne espagnole. J'ai pas trop suivi les informations en Espagne il y a quelques temps, à part malheureusement les tragiques déraillements de train. Mais je n'ai pas vu ça. Je vais essayer d'aller voir. En plus, maîtrisant l'espagnol, ça devrait arriver. Et comment ça s'appelle? Et c'était où à Barcelone? Enfin, en Catalogne, c'est certainement à Barcelone, non? Oui, ça va jusqu'à Barcelone. C'est-à-dire, ça va jusqu'à Barcelone, la Catalogne. Donc oui, c'est de la Catalogne espagnole. D'accord. Écoutez, les femmes réagissent beaucoup, puisque maintenant c'est Cathy qui est avec nous. Bonsoir Cathy. Bonsoir Cathy. Oui, bonsoir. Vous avez voulu réagir. Alors, vous êtes en voiture, mais on vous entend. Pas de souci. Vous êtes arrêté, tout va bien, impeccable. On vous écoute. Allez-y. Bon, très bien. Je vais parler bien fort pour que vous m'entendiez bien. En fait, moi, je pars du principe que cette loi, elle a été... c'est très bien de mettre les choses à jour. Cette loi, elle a été créée à l'époque du patriarcat. À l'époque, on pouvait congédier sa femme parce qu'elle ne souhaitait pas avoir de rapport sexuel. Aujourd'hui, mais heureusement, on peut divorcer pour les raisons que l'on souhaite. Moi, j'ai divorcé 2 fois. On m'a pas demandé si j'avais des relations sexuelles ou pas avec mon mari. On divorce parce qu'on n'aime plus notre mari. Ou, pour reprendre l'exemple de la dame à l'instant en Espagne, il a prétexté ce sujet, mais en réalité, il peut très bien dire je n'aime plus ma femme, je souhaite divorcer. Oui, mais ça change pas grand-chose en soi. Mais ça, dans le cadre, ce sont des divorces par consentement mutuel, où on se dit on s'aime plus, on s'entend plus, X, Y, Z, on se met d'accord, tu prends la télé, je prends ceci, je prends cela, et on se sépare. Mais il y a des cas où ce sont des divorces pour faute. Ça existe. Et je rappelle, vous dites que cette... le divorce pour faute, ça n'existe plus, le divorce pour faute. Ah, vous êtes sûr? Écoutez, moi, pour en avoir parlé à plusieurs reprises, on m'a dit qu'on n'utilisait plus cet argument. Aujourd'hui, votre femme peut vous tromper tant qu'elle veut. Vous demandez le divorce parce que, elle vous a trompé un certain nombre de fois. Eh bien, vous devrez vous mettre d'accord sur les modalités du divorce, on va dire, mais pas parce qu'elle vous a trompé. Mais dans ces cas-là, c'est peut-être pas la peine de lire les articles du Code civil lors du mariage, où on vous dit que les époux se doivent fidélité, etc. Si c'est pas une faute. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faudrait peut-être dans ces cas-là, outre la loi qu'on a revue, revoir la loi du mariage, parce qu'on vous lit des articles du Code civil dans ces cas-là qui servent à rien, non? C'est vrai. C'est bien pour ça que c'est une bonne chose de remettre un peu à jour. Ah oui. Ça. Même si effectivement ça coûte de l'argent, malheureusement, beaucoup, mais c'est bien de remettre les choses à jour parce que ça n'existe plus. Moi, la première fois que j'ai divorcé, c'était il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, on m'a bien dit, ça n'existe. On n'utilise plus l'argument divorce pour faute. Il y a 20 ans déjà. Ah ben alors ça, je suis... Oui, vous voulez réagir, Diane ou Sarah? Oui, Diane. Moi, j'ai ma fille qui est en train de divorcer. Oui. Actuellement, et elle a raison. Excusez-moi, c'est 2 femmes, c'était de mariage, deux femmes. 2 femmes, oui. Pareil, voilà, donc c'est ma fille avec une autre dame, avec une autre femme. Et l'autre l'a trompé, ma fille. Ils sont en naissance de divorce, et comme elle a dit, même le trompe, ça n'a aucun rapport et ça compte pas pour le divorce. Oui, mais excusez-moi, je crois qu'il y a des choses qui peuvent jouer pour le divorce, comme par exemple les violences conjugales, il me semble, non? Les violences, mais pas la tromperie. Oui, mais c'est pas François Louis. Est-ce que vous pouvez vérifier si le divorce pour faute a disparu? Non, il a disparu. Il a disparu parce que c'est Giscard qui a mis le divorce par consentement mutuel dans la loi. Et alors, je suis sur le site du Dalloz et depuis la loi de 2004, il n'y a plus de faits objectivement fautifs. Ah oui, là j'ai écouté. J'espère ne pas me tromper, c'est ce que j'ai trouvé. J'avais raté un épisode. Alors, Sarah, vous voulez réagir en entendant Cathy et Diane? Simplement, à mon avis, ça doit. Je raisonnais sur le même. Ça n'est plus une faute. Par contre, ça doit faire partie des violences, effectivement. C'est-à-dire que si l'époux essaie d'obtenir cela sous la contrainte, ça peut effectivement jouer contre lui au niveau des fautes et des circonstances. Je pense que ça peut jouer. C'est d'un des éléments. Mais moi, je trouve ça absolument dingue parce que, par exemple, les violences conjugales, évidemment, pour moi, c'est une faute. Si votre femme ou votre mari vous fait des milliers d'euros de dettes au jeu, je prends un exemple de dettes au jeu ou avec une maîtresse ou un amant à qui il donne beaucoup d'argent, etc. Je pense que c'est quand même une faute au sein du couple, non, Diane, Cathy, Sarah? Après, si vous voulez, les violences psychologiques sont prises en compte. Donc, si la personne peut prouver que le refus de faire son devoir, entre guillemets, le blesse ou la blesse énormément, je pense que ça peut être entendu. Avec un expert psychologique, ça peut être entendu, mais il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Oui, c'était Sarah, Cathy ou Diane? Oui, mais le
le devoir conjugal, qui va le voir, qui va prouver le devoir conjugal? Quelqu'un qui va venir, c'est parole contre parole. Qui va vérifier que le mari ou la femme n'a pas fait son devoir conjugal? Parole contre parole. Ça, on est bien d'accord. Donc, on va tourner en rond et personne ne pourra le prouver. Ça sera parole contre parole. Mesdames, on a une voix masculine qui veut s'exprimer. Un homme réagit. On a Nicolas qui était avec nous, qui est assez mitigé sur la question. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Excusez-moi Nicolas, Patrick Juvet chantait Où sont les femmes? Nous, depuis le début de ce débat, on se disait, j'avais envie de chanter Où sont les hommes? Eh bien Nicolas est arrivé. Alors, moi, je vais d'abord réagir sur quelque chose. Le divorce pour faute existe toujours. Ah, voilà, c'est bien. En fait, non, moi, je peux en parler pour mon cas personnel. Alors, pas moi personnellement, mais dans mon entourage proche. Ça existe toujours, c'est toujours d'actualité, etc. C'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de juridictions qui ne veulent plus l'appliquer pour une raison très simple, parce que c'est plus facile et ça fait moins chier le juge qu'on se mette tous d'accord et qu'on se sépare tous 50-50, plutôt qu'on dise ah non c'est machin, ah puis non c'est elle, ah puis voilà, et qu'après on se renvoie la balle pendant 30 ans. Alors ça, permettez-moi de vous dire une chose. Pour avoir divorcé aussi il y a quelques années, le divorce par consentement mutuel, je crois que si on passe 5 minutes dans le bureau du juge, c'est qu'on a parlé du match de foot de la veille avec. Parce que en 3 minutes, c'est plié. Vous voulez toujours divorcer? Oui, vous voulez toujours divorcer. Il y a l'avocat qui s'occupe des deux ou l'avocate qui dit c'est parfait, au revoir madame, au revoir monsieur. C'est sûr que ça va à une vitesse stratosphérique. Nicolas? Restez avec nous Nicolas, on va continuer le débat. Parce que avoir l'avis d'un homme, on vous a vu de manière un peu courte parce qu'on doit faire une pause, mais restez avec nous Cathy, Diane et Nicolas. Je précise juste que le divorce pour faute existe, il y a une nuance, il a été assoupli par la réforme du divorce de 2004. Voilà. J'étais absolument certain qu'il existait encore le divorce pour faute. Ça fait pas de mal. On reprend le sujet sur le devoir conjugal juste après. Vous êtes très nombreux à réagir au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser des SMS au 7 20 18 avec le message VV. Voilà, à tout de suite. VV comme vraie voix, évidemment. Hein. Bien sûr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et c'est la suppression du devoir conjugal dans la loi qui vous fait beaucoup réagir. Alors au début, c'était les femmes qui réagissaient et un homme nous a rejoint, François-Louis. Absolument. On revient sur cette info. L'Assemblée nationale a donc voté à l'unanimité une loi pour entériner la fin du devoir conjugal. C'est le sujet qui vous fait réagir au 0826 300 300. On est avec Nicolas, la première voix masculine de cette soirée. Parce que Nicolas, vous voulez réagir, on vous donne la parole. Alors, pour ou contre ce devoir conjugal, plus dans la loi. Donnez votre avis. Alors, fondamentalement contre le devoir conjugal, parce qu'on ne devrait pas avoir à imposer quelque chose qui n'est pas fondamentalement voulu par les deux parties. Oui, bien sûr, ça va de soi. Ça, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui est dégueulasse. On peut pas se permettre de dire ah bah non, on a conclu un contrat, maintenant tu dois faire ça. Non, enfin, ça va aussi. J'ai bien des idées sur ce que ça pourrait être, mais on va pas le dire à heure de grande écoute. Derrière, après, comment ça peut être potentiellement le devoir conjugal entre guillemets. Ça protège les femmes, effectivement, sur notamment des relations non consenties. Ça peut les préserver pour sur des traumas que ça pourrait leur causer potentiellement. Bien sûr. Ou même aussi sur des relations non désirées, simplement parce que, comme on l'a entendu, il y avait une femme qui a interviewé tout à l'heure qui disait bah oui, mais voilà, on doit se soumettre à son mari et tout. C'est une folie de penser comme ça. Non, c'est pas possible. Ah non, c'était une association qui s'était fondée en Catalogne. Elle disait pas ça. Hein. Elle disait que c'était... Voilà. Voilà, sur le sujet de ce qui avait été évoqué, non, ça c'est une folie furieuse. Bien sûr, ça va de soi. Derrière aussi, je comprends aussi un peu le point de vue d'Elisabeth Lévy, parce que j'ai écouté l'édito de ce matin, je suis un fidèle éditeur, voilà. Ah bah parfait. Donc, l'édito Vous marquez des points, Nicolas. Marquez des points. Ah oui, non, mais la prochaine étape, c'est de finir au vrai voix. Moi, j'étais d'accord avec le point de vue d'Elisabeth Lévy pour une raison très simple, c'est que oui, effectivement, on peut considérer un peu cela aussi comme de la colocation. Et effectivement, je comprends qu'il y ait des relations où les personnes sont asexuées, ça existe, tout existe. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Simplement, je peux comprendre aussi un point de vue, masculin comme féminin, où on arrive dans notre couple et on se dit, on désire la personne en face et ça fait des années qu'elle nous rejette. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que soit on va passer sur l'adultère potentiellement parce qu'on va se dire écoute, je n'ai pas à l'écoute, moi je vais fauter, mais si on faute, on donne des armes à la partie adverse pour du coup porter plainte, divorcer pour faute à nos torts, alors que techniquement on n'est pas censé être responsable.
c'est compliqué, c'est très compliqué. Tous les points de vue peuvent se valoir là-dessus. Mais effectivement, je suis d'accord avec les auditrices qui disent aussi que l'État n'a pas à intervenir dans nos lits. Et surtout, par contre, ça n'a pas à être un sujet fondamental de divorce, mais potentiellement, pourquoi pas, une circonstance atténuante ou aggravante, peut-être. Je sais pas, c'est une idée, mais ça peut pas être un sujet principal de divorce. On peut pas divorcer parce que la personne se refuse à nous. C'est pas possible. Alors, je vous arrête, c'est beaucoup plus... Alors, je vous le répète, j'en ai parlé avec un ami avocat tout à l'heure, avant l'émission. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne veut bien le dire. Hein. Et Bien sûr. Mais derrière, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas non plus divorcer simplement parce que la personne refuse. Enfin, ça veut dire quoi? Il y a le juge qui va arriver, qui va dire derrière, bon bah par contre, madame couche avec lui. Enfin, c'est quoi cette dinguerie, quoi? Enfin, vous êtes mariés, allez-y, quoi. Enfin, non, c'est pas possible. Une circonstance peut-être, mais une cause principale de divorce, non. Ah bah non, je peux vous dire que pour en avoir parlé avec des avocats, dans beaucoup de cas, c'est la cause principale de divorce. Hein. Alors j'ai pas de pourcentage, je ferai aucune statistique, mais on va faire réagir Cathy. Cathy, vous qui êtes une femme, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Nicolas? Alors justement, c'est peut-être pas la cause principale, mais c'est juste un argument. Encore une fois, on divorce pour les raisons que l'on veut et heureusement. En fait, c'est là où je fais une différence. C'est que si l'avocat nous dit bon, ok, pourquoi vous divorcez? Parce qu'on n'a plus de relations sexuelles. Mais c'est pas pour ça qu'on va mettre ça sur le tapis. Cette loi, elle est juste, on la supprime parce qu'elle n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on ne répudie plus sa femme parce qu'elle ne veut pas avoir de rapport sexuel. Moi, c'est là où je fais une différence, vraiment. Qui me paraît fondamentale. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Cette loi, elle est juste là, c'est une remise à jour, simplement. Mais Nicolas disait que le fait de ne pas avoir de rapport n'était pas généralement une cause principale de divorce. Moi, j'écoute. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. C'est une cause principale, mais c'est pas pour ça. Comment dire, si son conjoint n'a plus envie d'avoir de rapport sexuel avec lui, c'est certainement parce qu'il y a une raison, parce qu'il ne s'entend plus, parce que il n'y a plus d'amour. Il ne lui convenait pas, il n'y a plus d'amour, peu importe. Il peut y avoir 200 raisons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on divorce parce qu'on n'a plus envie d'être marié, pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels avec l'autre. On ne veut plus rester marié. Et souvent, c'est d'un point de vue religieux, le problème. Oui. C'est souvent d'un point de vue religieux, ce problème de consentement. Il faut qu'il y ait consentement, mais sa femme a un devoir. Souvent, c'est chez les gens religieux, et quelles que soient les religions, qu'on entend parler comme ça. C'est vrai. C'est rarement... dans un pays laïque, on a de moins en moins ce genre de problème, on devrait en tout cas avoir de moins en moins ce genre de problème. Encore une fois, pour moi, c'est très bien que cette loi n'existe plus, elle n'avait plus lieu d'être en France en tout cas. Nicolas, qu'est-ce que vous voulez répondre à Cathy? Alors, c'est un peu un homme, une femme, là. Non, mais c'est bien de débattre de ça, parce que c'est des sujets qui sont quand même importants malgré tout, et c'est le débat d'opposition des sexes qui est nécessaire. C'est complètement nécessaire à la société, c'est nécessaire à tout. Et je trouve ça un peu dommage, entre guillemets, que ce débat arrive sur la table comme ça, et que personne n'ait son mot à dire. Enfin bref. Mais derrière, comment le truc, c'est que je comprends tout ce qui a été dit, et je le conçois, etc. Et c'est totalement normal. Effectivement, c'est une conception qui est trop ancienne pour que ce soit encore à l'ordre du jour actuellement. Ça, c'est vrai. Simplement, par contre, effectivement, oui, on y divorce parce qu'il n'y a plus d'amour. Mais on peut aussi divorcer parce qu'on peut aussi se sentir rejeté. Ça peut être aussi ça. C'est que derrière, la personne qui va peut-être solliciter son ou sa conjointe peut aussi se dire... attends, ça fait, je sais pas, 6 ans que je lui demande à chaque fois, il y a toujours des raisons ou quoi, ok, peut-être, elle ne m'aime plus, on discute, mais elle veut pas me parler, elle veut pas dire, etc. On a forcé, on a essayé, on a fait des thérapies, on a tout fait, ça marche pas, il n'y a pas de solution, c'est que techniquement, notre couple marche encore, mais qu'à ce niveau-là, ça marche pas, je me sens rejeté, il n'y a pas de solution, et on me dit, c'est comme ça, tant pis, fais avec. Non, je suis désolé. Après, derrière, effectivement, on peut divorcer aussi pour ça, mais ça ne doit pas être la cause principale. Comme je l'ai dit, ça ne devrait pas l'être. C'est que si on divorce, c'est je divorce parce que je me sens rejeté, la circonstance aggravante ou atténuante étant celle-ci. Le mot de la fin par galanterie à Cathy. Moi, je pense qu'on doit pouvoir divorcer, quelles que soient les raisons, et que cette loi, c'est très très bien qu'elle n'a plus lieu d'être en France. Voilà. Merci pour le dernier mot. Eh bien, écoutez, Cathy et Nicolas, je vous demanderai presque en mariage tous les deux. Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur, désolé. Il pouvait pas s'en empêcher. Alors, je vous répondrai, mon cher Nicolas, que je ne mange pas de ce pain-là non plus, mais que en plus, je ne peux pas, puisque la polygamie est interdite en France. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre fidélité.
fidélité à vous au deux, poste, merci. Nicolas et Cathy, pour ces débats vraiment très, très Et sympathiques. puis tout de suite, un autre sujet qui vous passionne et que vous nous avez suggéré. Fait-il bon vivre dans votre ville? Un palmarès des villes et villages où il fait le bon vivre est sorti, un classement qui se base sur 200 critères, notamment sur la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports. Est sorti et on vous a demandé de réagir. On a Yann de Bayonne qui est avec nous. Bonsoir Yann. Oui, Yann. bonsoir, excusez-moi. Alors Yann, comme vous êtes de Bayonne, excusez-moi, je suis obligé de vous accueillir en basque, Ongi Etorri. Ongi Etorri. Ah bah, j'ai envie de vous dire pareil. Ça veut dire bienvenue, François-Louis, vous qui êtes Limougeot. Voilà. Même je vous si dis- c'est la même région, Limoges et Bayonne, c'est très loin, mais c'est la même région, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Mais en tout cas, à fait. Yann, est-ce qu'il fait bon vivre chez vous? Ah ben nous, on a le paradis sur terre. Écoutez, et ça fait des années que ça dure. Ça fait une dizaine d'années qu'on est dans le top 3 des villes moyennes où il fait bon vivre. Et voilà, sur la dernière décennie, c'est vrai qu'on a une ville qui s'est transformée avec l'arrivée d'un trambus, un musée Bonaelleux qui vient de sortir là de terre, qui est envié par de nombreuses villes. Voilà, on a une vie associative forte, associative au travers du rugby notamment, avec la baie rugby, mais aussi la célèbre association du MAG qui se passe au Guernica. On a une ville qui est sécuritaire, multiculturelle, avec peu de tension, et voilà. On a même un quatrième musée. On a un musée qu'on appelle le musée du street art, puisqu'on est une ville de street art depuis quelques années, et un musée à ciel ouvert. Non, on est vraiment dans une belle ville. Alors, je confirme, pour bien connaître Bayonne, je vais même extrapoler un peu, le BAB, Bayonne anglais de Biarritz, que c'est un lieu paradisiaque. Faut être franc, en France, c'est un des plus beaux endroits où vivre. Je le dis franchement. Mais qu'est-ce qui fait que pour vous, alors, outre le fait que vous avez des plages magnifiques, que l'architecture est superbe, que la gastronomie est absolument pléthorique, que on peut aller se balader dans la forêt landaise, dans les montagnes pyrénéennes, du côté des Aldudes, du col d'Ibardine, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une grande qualité de vie à Bayonne pour vous dans une ville? Qu'est-ce qui fait la qualité de vie? Bon, déjà, des gens qui s'acceptent, qui se respectent. Historiquement, on est une ville qui a accueilli beaucoup de d'émigrés, de gens de l'extérieur. Ça a commencé avec les Portugais, les Espagnols, puis les Juifs. Enfin, on a une ville on a appris à vivre ensemble. Donc, on a un vivre ensemble qui est magnifique dans cette ville. Et après, on a la culture peut-être du Sud aussi. Vous savez, on n'est pas loin de l'Espagne. Oui, ça, vous êtes à 25-30 kilomètres pour être à Saint-Sébastien. Exactement. Et ça participe de tout ça. Et puis tout ce tissu associatif au niveau du sport, au niveau de la convivialité. Je parlais tout à l'heure du MAC du Guernica, mais je parlais aussi des associations culinaires, des associations de danse. Puis bon, mine de rien, on a un art de vivre qui est avec une semaine particulière au mois de juillet avec nos fêtes qui sont les fêtes de Bayonne mythiques. Très très agréable à vivre, malgré ce que des fois on entend dans certains médias, quand on voit 1 million de personnes qui se réunissent, et bon, il y a toujours trop de problèmes, mais au regard de tout ce qu'il y a comme personnes, qui se réunissent là, on est dans une ville extraordinaire, et je vous dis, la dernière décennie a été magnifique avec une transformation de la ville extraordinaire, des projets qui ont gardé une ville à taille humaine. Mais une ville où il faut bien vivre. Je crois que au niveau de l'insécurité, ça y participe aussi. On a très peu de problématiques. Oui. On en a comme toutes les villes certainement, mais je pense que au regard de certaines villes moyennes qui sont pas très loin des nôtres, on est quand même chanceux. C'est vraiment une belle ville à vivre et à manger avec le fameux jambon, le chocolat de Bayonne et quelques autres. Excusez-moi, mais parler de chocolat de Bayonne à 19h43 quand l'estomac crie famine, là. Yann, avant de vous reprendre en ligne et vous voulez réagir, le 0826 300 300, on vous a fait un petit cadeau, là. Vous permettez? Allez-y. Allez. Bleu et blanc de l'aviron bayonnais.
Tiens, vous êtes... Petit clin d'œil à Francis Gastambide qui est à l'origine de cette chanson-là. Mon ami Francis qui nous écoute depuis Saint-Palais et voilà, qui est à l'origine en tant que responsable des supporters de l'Aviron Bayonnais. À l'époque, avec Patrice Erlax, ils avaient mis cette chanson-là. Et pour la petite histoire, à l'époque, j'étais le préparateur physique de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro. Donc, j'ai connu cette chanson-là, oui. Ah ben, restez avec nous, on va continuer à échanger justement. Venez témoigner au 0826 300 300. Si vous faites partie de ces villes où il fait bon vivre, si vous vous sentez bien dans votre ville, ou même qu'au contraire vous vous sentez pas bien dans votre ville, eh ben dites-le nous 0826 300 300. On prend vos appels et on prend aussi vos SMS au 7 20 18 avec le message VV. À tout de suite. Révisez votre basque. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix font parler la France. Philippe David. Ah, si je laisse le micro éteint, ça va pas marcher. Vous aussi, on vous boycotte? Non, je me suis auto-boycotté. Oh, okay. Il va falloir que j'entame une psychanalyse. On m'a boycotté. Je sais pas ce qui m'arrive, mais bon. Et ce sujet, François-Louis. Fait-il bon vivre dans votre ville? C'est un classement qui est sorti sur 200 critères qui mesurent la qualité de vie, la sécurité, les transports, bref. Il fait bon vivre dans votre ville, ou alors justement, vous n'êtes pas très content de ce qui se passe dans votre ville, et ben dites-le nous 0826 300 300. On a Lionel de Sète qui nous a rejoint. Sète qui fait d'ailleurs partie des villes qui ont beaucoup dégringolé au classement. Bonsoir Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir messieurs. Alors Lionel, merci d'avoir réagi. On a fait un petit cadeau à Yann de Bayonne qui est avec nous avec la chanson de l'Aviron Bayonnais. On vous met un petit cadeau de côté. Tiens, vous avez 2 secondes ? Je vous en prie. Croque-mort t'emportera, qu'il nous conduise à travers ciel, au Père éternel. Vous nous appelez de Sète, alors évidemment on est obligé de passer du Georges Brassens. Hein. Cette chanson. Oui, je pense que c'est une obligation. Une obligation pas légale mais morale. On vous écoute Lionel. Est-ce qu'il fait bon vivre dans votre ville ? Oui. Alors je tiens à dire que je ne suis pas un natif de Sète. Je suis une pièce rapportée, ça fait quelques années que je vis à Sète. J'ai pas vraiment choisi. Je suis revenu de l'étranger et vu que ma famille était installée depuis quelques décennies à Sète, j'ai choisi moi-même aussi de m'y installer. Et pourquoi êtes-vous allé à Sète ? Parce que vous avez été muté à Sète, vous avez trouvé un emploi à Sète ? Ou par exemple, vous allez nous raconter, hein, vous avez trouvé un emploi à Montpellier, parce que Montpellier-Sète, il y a 20 km, on y est très vite. En plus, quand on prend la route, là c'est magnifique, on longe l'étang de Thau et la Méditerranée, c'est sublime. Comment vous êtes-vous retrouvé à Sète, Lionel ? Alors, je vivais en Amérique du Sud et lorsque, on va dire, j'ai été obligé de rentrer en France, ma mère étant résidente sur Sète, j'ai pas souhaité revenir dans ma ville, on va dire, native, qui est Grenoble, et je me suis réinstallé sur Sète. Je n'avais pas d'activité professionnelle, je l'ai moi-même créée. Mais pour vous parler de Sète, c'est une ville très agréable. Déjà le climat. Ah oui, c'est clair. Toute l'année, même si on a des pluies sévenoles, même si on a eu un hiver assez rigoureux, on n'a pas eu de neige, pas de givre. La vie est vraiment douce. Sète en elle-même, si vous voulez, la ville offre pas mal d'activités culturelles. Oui. Il y a pléthore. Le fait qu'il y ait la mer, ça a joué, outre le fait qu'il y avait votre mère, hein, j'ai pas fait de jeu de mots. Oui, bien sûr. Alors moi, je viens des montagnes. Donc, Grenoble, oui. Grenoble, c'est vraiment au cœur des montagnes. Donc c'était vraiment un changement radical. Mais de voir cette ouverture sur l'horizon, c'est... Vous savez, quand le matin, vous prenez la voiture et vous longez la corniche et que vous voyez le soleil se lever avec sur l'horizon, avec la mer, elle change tous les jours. Hein, elle n'a pas la même couleur. C'est vrai. Le rythme est différent. C'est une ville aussi qui n'est pas une ville étudiante. Les étudiants sont sur Montpellier, donc c'est une ville qui est plus adulte. Oui. Port de pêche, port de marchandises également. Exactement. Comme à Bayonne, il y a un port pour Yann.
tout à fait. Il y a des activités, les activités portuaires. Elles sont en développement au niveau du port. Alors, je travaille pas du tout dans ce domaine-là, mais d'après ce que j'ai lu, il y a un nouveau terminal pour les navires de croisière. Oui. Qui va puisque c'est un des rares ports en eau profonde, donc il peut accueillir des gros navires, des oui. tankers, exactement. Il y a même un terminal pétrolier à Sète. Je connais bien Sète comme Bayonne d'ailleurs. D'ailleurs, on y mange très bien aussi. Ah, excusez-moi, mais alors là, entre les tiels sétoises, la bourride, les huîtres de Bouzigues, et je tiens à le dire, parce que c'est un petit vin pas cher et fabuleux, le Picpoul de Pinet. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ça, c'est pour l'ARCOM. Je dois dire que Lionel, vous êtes bien situé. Hein. Mais je ferai la même chose à Yann, et ça réagit encore. D'ailleurs, on a un autre Philippe, comme si un ne suffisait pas, on a un autre Philippe qui veut réagir à Toulouse. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Alors, on avait Bayonne, Sète, Toulouse, c'est pratiquement à mi-chemin. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous entendez? Oui, j'entends bien, vous m'entendez vous aussi. Nougaro, évidemment, ça, on l'a en stock comme Georges Brassens. Merci Marie qui remplace aujourd'hui Maxime à la réalisation. Alors Philippe. Alors Toulouse, c'est quand même une ville qui est un petit peu plus grande, mais est-ce qu'on s'y sent bien vivre à Toulouse, Philippe? Ça sent super bien de vivre à Toulouse, c'est une merveilleuse ville. Ah oui. Et qu'est-ce que vous aimez à Toulouse? Alors, déjà, je voudrais réagir par rapport à notre ami Bayonnais, là, pour lui expliquer que la version qu'il nous a sortie au niveau de la chanson de l'Aviron Bayonnais, c'est une origine espagnole qui s'appelle le Vino Griego, en fait. Ah oui, et j'en avais entendu parler, oui. Et à Toulouse, il y a une forte communauté hispanisante ou espagnole, migrante depuis la guerre d'Espagne. À la fin, et voilà. Mais Toulouse est une ville magnifique où il y a une gastronomie extraordinaire avec des chefs étoilés dans tous les quartiers ou presque, et on y vit très bien. Alors, je connais très bien Toulouse, que mes enfants y sont nés, mon fils y est encore, et j'y ai passé pratiquement la moitié de ma vie, et que c'est une ville que j'adore, et même plus qu'adorer. Philippe, restez avec nous, parce que ça réagit d'un peu partout. Alors là, on va prendre la direction d'une des stations balnéaires les préférées des Toulousains, qui s'appelle Saint-Pierre-la-Mer, parce que Saint-Pierre-la-Mer, mon cher François-Louis, vous voyez pas où c'est? Alors, Saint-Pierre-la-Mer, je sais pas où c'est. Alors, c'est à côté de Narbonne-Plage-Gruissant, n'est-ce pas, Annie? C'est un coin qui m'est pas forcément familier, mais on va le découvrir. C'est Annie qui va nous raconter un petit peu comment elle se sent à Saint-Pierre-la-Mer. Bonsoir, Annie. Bonsoir, Annie. Alors, vous, c'est une petite ville, Saint-Pierre-la-Mer, contrairement à Bayonne, à Sète ou à Toulouse. Faites-nous rêver, Annie. 1500 habitants l'hiver et 20 000 l'été. Ouf, ah oui, ça s'appelle un gros choc de population. Alors pourquoi est-ce que vous êtes allé vivre à Saint-Pierre-la-Mer? Ah ben j'ai rencontré mon second mari. Oui. Qui vivait à Saint-Pierre-la-Mer et je l'ai rejoint. Mais je connaissais Saint-Pierre-la-Mer depuis 1966. J'allais à la mer avec mes enfants et tout ça. Et qu'est-ce que vous avez... Vous viviez dans une grande ville auparavant? Ben, j'ai vécu à Carcassonne et puis à Narbonne. Ah oui, donc des villes quand même plus grandes. Ah. Et à Toulouse aussi. Parfait. J'ai adoré Toulouse. Ah oui, bien sûr. Et est-ce que vous retourneriez vivre dans une grande ville ou vous préférez rester dans votre petite ville, dans votre village de 1500 habitants en bord de mer? Moi, je suis bien là. Je ne veux pas bouger. Ah, c'est extraordinaire. J'ai la mer à 700 mètres. L'hiver, bon, on se connaît aussi, il y a les magasins, tout ça. On va dans les magasins, on me tutoie, on m'appelle par mon prénom. Ah, vous êtes connu, vous êtes connu. Ben oui, quand même, c'est petit, hein. Ah bah, oui. Et puis l'été, dans la résidence où nous sommes, nous faisons des repas, des apéros, on fait pas mal de choses. Et puis tous les jours à Saint-Pierre-la-Mer, en été, il y a un grand marché qui est très très réputé. Les gens viennent un peu de partout. Oui. Le soir, il y a des animations. Oui. Ouais, et puis moi, je sais pas, mais moi, et puis après, derrière chez moi, je traverse le parking et j'ai la clappe avec l'œil doux et tout ça. Oui. Ah, écoutez, moi, j'adore, hein. Extraordinaire. Je suis seule dans ma rue, mais ça va très bien. Je peux vous dire, on peut pas prendre d'autres appels parce qu'on est presque à la fin, mais Yann, vous êtes toujours là? Oui, toujours, bien sûr. Alors, Annie, Philippe et Lionel, je vous propose que l'été prochain, on se fasse un truc vers Toulouse, hein, comme c'est à peu près central entre... C'est Philippe qui sera privilégié entre Bayonne, Sète, Saint-Pierre-la-Mer. On fera pour vous Chipiron à l'encre, Achoa d'Espelette et Gâteau Basque, ça vous va? Ah oui,
Bah bien sûr, ça peut va. Yann, vous êtes partant on avait déjà fait le menu pour Lionel 2-7. Toulouse, on va faire le cassoulet, ça évidemment, ça va de soi. Et Annie, vous avez une spécialité à Saint-Pierre-la-Mer? Les sucettes, non. les sucettes. Ah bon? Non, ben non, les sucettes à l'Annie, mais c'est une blague. On fera le match retour à Bayonne. Oh, pardon, Yann? On fera le match retour à Bayonne, on ira manger une bonne côte de bœuf au Guernica chez Nico Berniol. Vous verrez, il nous recevra à point nommé. Vous verrez, un jour de Toulouse-Bayonne, de Bayonne-Toulouse par exemple. Un jour de Stade Toulousain Aviron Bayonnais. D'ailleurs, le prochain Stade Toulousain Aviron Bayonnais, c'est samedi, absolument, à Toulouse, exactement. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages. Je vous remercie pour votre bonne humeur et surtout, ça fait plaisir de voir qu'au final, il y a des villes quand même où on sent qu'on vit bien, on sent qu'on aime vivre et ça fait très plaisir. Et j'espère, Annie, que vous ne vous êtes pas senti discriminé, parce que tous les autres ont une chanson de leur ville, mais malheureusement, on n'avait pas de chanson de Saint-Pierre-la-Mer. Mais il faut dire qu'avec cette, Georges Brassens, Marie a 50 chansons en stock dans l'ordinateur. Et évidemment, au Toulouse sur Sud Radio, c'est normal comme l'Aviron Bayonnais. Et moi, je vous dis, Philippe, c'est un plaisir et on se dit à la semaine prochaine. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine, 19h, 20h. Pour les vraies voix qui font parler la France. On vous donne la parole au 0826 300 300. Vous réagissez, vous nous suggérez des sujets et c'est parti. Et tous les sujets qui vous font réagir, vous nous les envoyez et on vous donne la parole. Dans quelques instants, Magali Berda et sa bande. Au programme, avez-vous peur que l'intelligence artificielle nous mette au chômage? Elle aura deux invités, Frédéric Malozzi qui est écologiste socialiste et en face de lui Paola Djengue qui est entrepreneuse et créatrice de contenu. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite, vous retrouvez tout de suite avec Magali Berda et nous demain avec Cécile de Ménibus et les vraies voix à 17h. Bonne soirée. Sud Radio, c'est le seul espace de liberté pour dire tout ce que vous pensez.